Alors, donc moi, au début, en discutant avec Dr Aloussi, on avait envisagé de parler que des complications, mais en réalité, à part le ptosis, qui est la complication celle dont on a peur, mais il y a aussi les complications esthétiques. Et ces complications esthétiques, elles viennent du fait que parfois, on considère les injections de toxines botuliniques dans la région périorbitaire comme étant de simples injections de rides et qu'on ne voit pas l'œil dans sa globalité dans le cadre d'un embellissement du regard. Donc, j'ai choisi volontairement de modifier le titre de ma présentation. Alors, comme vous le savez, bah, la beauté du visage et tout particulièrement la beauté du regard est un élément important dans tout ce qui est apparence physique, de communication non verbale. Et le premier contact qu'on a avec les autres, c'est un contact visuel, d'où d'ailleurs l'expression love at first sight. Donc, il y a des choses qui passent par le regard qui sont très, très importantes et d'où l'intérêt aussi de cet engouement vers l'embellissement plutôt que le rajeunissement du regard. Parce qu'aujourd'hui, on voit des patientes de plus en plus jeunes qui recherchent cet embellissement plutôt qu'une patientèle plus âgée qui va venir uniquement pour un rajeunissement. Et aussi l'engouement actuel pour des techniques de moins en moins invasives. Elles sont plus séduisantes, moins de risques par rapport aux techniques chirurgicales, et elles sont plus demandées et facilement comme étant un premier contact avec la médecine et chirurgie esthétique. Et ce qui illustre bien sûr ces techniques moins invasives pour l'embellissement du regard, c'est la toxine botulinique. La beauté de la femme dans la littérature et dans l'art passe par les yeux, ça c'est connu dans la littérature arabe. On voit, on pénètre la beauté par les yeux. Et avec l'avènement du Covid et le port du masque, ben justement, c'est ce regard d'intérêt pour le regard, pour la beauté du regard, est venu s'imposer même sur le plan marketing. On a vu quand même de grandes campagnes marketing qui vantent les mérites du microblading, du botox pour les cils et bien d'autres choses bien extravagantes. Donc, il y a même l'augmentation des ventes des lunettes qui a connu un sacré boom après le Covid. Donc, tout ça pour dire que le regard a toujours été quelque chose qui a été mis en valeur dans la littérature, dans l'art, dans l'histoire. Et de plus en plus, ces dernières années, c'est quelque chose qui revient en force avec une demande de plus en plus croissante sur le rajeunissement et l'embellissement du regard. Alors, quand on parle du regard et de son rajeunissement et de son embellissement, on parle de toxines et de rides. Alors, qu'est-ce qu'un joli regard? Quels sont les gold standards qu'on va rechercher par rapport à des beaux yeux? Donc, en 2024, on a eu un classement des plus beaux regards, des plus beaux yeux. Bien sûr, quand on analyse ces yeux, c'est des yeux qui sont ouverts, avec une fente palpébrale bien large, avec une ouverture vers l'extérieur vers l'extérieur et vers le haut, et aussi un pourtour des yeux qui est tout à fait lisse. Quand on regarde un œil qui vieillit, bien sûr, tous ces éléments de beauté vont disparaître, vont laisser place plutôt à des rides, à de la patte d'oie, des rides de la glabelle, à un affaissement du sourcil, à un vieillissement de la paupière supérieure, de la paupière inférieure, du cerne. Donc, tous ces éléments de vieillissement on va chercher à les traiter avec la toxine. Donc, c'est une demande qui est parmi les plus fréquentes en médecine et en chirurgie esthétique. C'est une technique qui est bien codifiée, donc vous en avez parlé avant moi, donc on va peut-être éviter de répéter certaines choses. Et c'est une technique qui est quand même pourvoyeuse parfois et malheureusement de certaines complications. Alors, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'un beau regard? C'est une fente palpébrale ouverte, c'est une fente palpébrale qui est oblique, dirigée vers le haut et vers l'extérieur, et c'est un espace périoculaire qui est complètement lisse et homogène. Alors, les principes, comme vous l'avez dit, c'est une neurotoxine type A qui est utilisée. Alors, pour l'AMM, effectivement, ça avait commencé par la glabelle, puis les rides de la patte d'oie et dernièrement par les rides frontales. Alors, ce sont les indications qui sont autorisées à être injectées par un chirurgien plasticien, un dermatologue, un chirurgien maxillofacial
et un ophtalmologue pour la zone périorbitaire. Bien sûr, quand on dit autorisé par l'AMM, ça ne veut pas dire que le reste est interdit, mais ça reste soumis à la responsabilité de la personne qui le pratique par rapport aux conséquences et aux complications. Alors, pour ce qui est de l'effet recherché, c'est une interruption de la fonction musculaire qui va survenir après 24 heures à 5 jours. La récupération se fait entre 4 et 6 mois. Quand les injections sont répétées, ça va entraîner une atrophie musculaire et donc ça va induire un espacement des injections. Il ne s'agit pas de paralysie complète, c'est ce qu'il faut expliquer aux patientes. Parfois, elles sont réticentes à ce terme paralysie, mais une atténuation du mouvement dans certaines zones et de certaines mimiques. La diffusion, il est important de le souligner, elle se fait sur 1 centimètre par rapport au point d'injection quand on a des dilutions classiques et habituelles. Le délai à respecter entre 2 injections, c'est important de le signaler, il est de 2 mois au minimum, car ça peut entraîner des immunorésistances et donc une inefficacité de la toxine botulinique pour les injections ultérieures. Alors, la consultation, on va tout d'abord s'intéresser à rechercher s'il y a des contre-indications absolues, comme ça a été souligné dans les autres présentations avant, donc la myasthénie ou les syndromes myasthéniformes, des troubles neuromusculaires dans les antécédents familiaux, des traitements paraminosides, antipaludéens ou immunosuppresseurs. Pourquoi? Parce que ces traitements-là vont diminuer la libération d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice et donc vont accentuer l'effet de la toxine botulinique. Les infections, la grossesse et l'allaitement, il faut les éviter, même s'il n'y a pas vraiment d'études qui ont montré la nocivité de la toxine, mais il faut les éviter par précaution. Les infections, quand elles sont actives, car ça risque d'entraîner des cellulites et des complications beaucoup plus graves. Quant aux contre-indications relatives, elles sont surtout psychologiques. Donc, il faut aller rechercher des dysmorphophobies ou des recherches d'effets qui sont exagérés par rapport aux effets attendus. Alors, ce qui est aussi très important à souligner, c'est le consentement éclairé et la prise de photos. Donc, il faut expliquer à la patiente les effets, les résultats attendus et surtout les précautions et les risques encourus. Il faut établir un très bon dossier photo, vue de face, profil, en statique et en dynamique. Il faut marquer ses repères sur un dossier avec un schéma qu'on imprime en prédéfini avec les unités injectées dans chaque zone. Et aussi, ce qui a été dit auparavant, avoir une traçabilité du produit. Donc, il faut mettre des étiquettes de produits au niveau du dossier de la patiente. L'examen clinique, ça sera un examen global de la région fronto-orbitaire et aussi dans le reste du visage avec une analyse statique et dynamique. En général, on profite de la discussion avec la patiente pour voir quand elle parle, est-ce qu'elle a des petites asymétries, est-ce qu'elle a tendance à sourire d'une certaine manière. C'est des choses qui permettent de personnaliser le traitement. Comme on le verra par la suite, ce n'est pas juste des points avec des unités, il n'y a pas une recette pour faire de la toxine botulinique au niveau du front et de la patte d'oie et de la glabelle. Oui, pour commencer, c'est bien. Pour éviter les zones à risque, c'est bien. Mais par la suite, on adapte son traitement de manière très personnalisée à la patiente, à sa façon de parler, de sourire, de regarder, pour qu'on ne change pas son visage et son regard. Alors, c'est très important de parler du regard et pas de l'œil, parce que le regard de la patiente, c'est un peu quelque chose qui englobe l'œil, le visage, la personnalité et bien d'autres choses. Alors, les approches sont différentes selon si on injecte une patiente jeune, une patiente âgée. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de patientes que de patients, mais de plus en plus, on a dans notre patientèle des hommes qui sont demandeurs d'injection pour de la toxine botulinique. Et là, les approches sont légèrement différentes. Alors, sur le plan médico-légal, il faut bien sûr noter sur votre dossier s'il y a une asymétrie ou une ptose préexistante. Il faut aussi détecter les patients à risque. Quand on a des patients avec un petit front, il y a beaucoup plus de risques de ptose du sourcil et de majoration du dermatocalasis. Dans l'œil asiatique, comme vous le savez bien mieux que moi en ophtalmologie, il y a une anatomie différente du septum. Il est plus bas inséré, avec un pli palpébral qui est parfois inexistant et qui peut faire diffuser beaucoup plus facilement le produit. Les poches graisseuses importantes, il y a un risque de majoration puisqu'on va affaiblir l'orbiculaire, donc on risque d'entraîner une projection plus importante de ces poches graisseuses. Alors la technique,
Vous le savez, bon, c'est une désinfection, un marquage de la patiente en statique, en dynamique. J'insiste beaucoup parce qu'il faut faire bouger la patiente. Parfois, les points à droite ne sont pas au même niveau que le point à gauche. Si on regarde un front, on n'a pas les lignes au même niveau. L'anesthésie se fera par crème anesthésiante. Le matériel privilégié des aiguilles fines pour moins de douleur et aussi moins d'échymose et d'hématome. La dilution classique, c'est 50 unités dans 1,25 ml de sérum salé, soit 4 unités par 0,1 ml. Les précautions à prendre, comme ça a été montré dans le schéma de notre ami de Paris, me semble, docteur Benadji. Il y a les éléments vasculo-nerveux qu'il faut savoir connaître. Et puis aussi et surtout, toujours injecter en dehors du cadre orbitaire avec un biseau en externe. Donc, le marquage se fera sur les rides qui sont perpendiculaires aux fibres musculaires de la patte doigt, de la glabelle. Les zones à risque, elles ont été rappelées. Donc, c'est surtout la région périorbitaire. Au niveau frontal, on le verra par la suite à l'occasion de l'injection du sourcil. Il faut éviter d'injecter, on ne voit pas mon curseur, si. Il faut éviter d'injecter à ce niveau-là le frontal pour éviter un abaissement du sourcil. Il faut éviter d'injecter en intraorbitaire pour éviter le ptosis. Les zones de sécurité, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, donc au niveau de la glabelle à ce niveau-là, le procérus à ce niveau-là, et puis pour la patte doigt à ce niveau-là. Parfois, l'injection périorbitaire va décompenser les bunny lines qui se verront encore plus après stabilisation périorbitaire des rides. On verra un peu plus les bunny lines. Donc, les patientes, elles viennent pour la retouche pour faire les bunny lines. Alors, par rapport aux unités qu'on va injecter, c'est quelque chose de très variable, mais quand on commence, il vaut mieux avoir une injection plus ou moins standardisée. Donc, on va injecter 2 unités pour la patte doigt sur 2 ou 3 points. On va injecter 2 à 4 unités au niveau du front. Et bien sûr, il faut mesurer quand on a des asymétries. Il n'est pas systématique de mettre les points au même niveau. Et on va injecter au niveau de la glabelle de 2 à 4 unités par point. Les suites, il faut conseiller à la patiente d'éviter les massages de la région périorbitaire. Souvent, quand on met de l'acide hyaluronique en même temps que l'injection du filaire, elle va voir qu'on va masser le bas du visage. Il faut lui dire qu'il ne faut pas du tout toucher la partie périorbitaire. Il faut éviter de baisser la tête pour éviter la diffusion du produit. Lui déconseiller de partir même, parce qu'avec la chaleur, ça peut diffuser aussi. Et puis, lui demander de revenir pour un contrôle, voire une retouche entre 10 et 12 jours. Les effets secondaires et les complications, bon, les céphalées, ça peut arriver. On peut avoir des echymoses. Donc bien sûr, vérifier que les patients n'ont pas de traitement anticoagulant, ne prennent pas d'anti-inflammatoire dans les 48 heures qui précèdent l'injection. On peut avoir un œdème palpébral qui peut être un signe d'allergie, attention. Alors, comme l'a dit Dr Rfes, il y a des allergies croisées avec le lait. Alors, c'est surtout l'albumine. Et l'albumine est un excipient dans la toxine botulique. Donc, on peut avoir soit une allergie à la toxine, soit une allergie à l'excipient qui est l'albumine. On peut avoir aussi un œdème par rétention lymphatique ou par protrusion de poches graisseuses, comme on l'a dit tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des diplopies et puis le fameux ptosis. Alors, le ptosis post-toxine, c'est la complication que l'on craint tous. Elle survient entre 0,5 à 5% des cas. Il peut être discret comme il peut être flagrant, surtout quand les patientes elles viennent pour des raisons esthétiques et puis elles sont obligées de supporter cette asymétrie que tout le monde leur fait remarquer à la suite de leur injection. Elles sont causées par une injection trop proche de la cavité orbitaire et une diffusion via le septum. Ça peut durer de 2 à 6 semaines. Le plus difficile, c'est de faire patienter la patiente ces 2 à 6 semaines. Donc, il faut d'abord la rassurer, lui dire que ça va passer et puis lui proposer des solutions d'attente pour relever la paupière. Alors, les solutions qui ont été un peu bidouillées par à droite à gauche, c'est un peu le bouche à oreille. C'est des solutions informelles en agissant sur le Muller. Alors, on a attendu longtemps avant qu'il y ait des publications. C'est des solutions comme la praclonidine, la iopidine. Donc, souvent, je demande à mon ami
Docteur Al aussi, s'il n'en a pas à me prêter, quand ça arrive ou quand on m'adresse une patiente pour ptosis. La brimonidine, si on a une allergie à l'iopidine ou une contre-indication, la néosinéphrine et la nafazoline. Bon, j'ai trouvé des articles intéressants qui disent que la nafazoline, avec tous ces produits-là, a des dosages très très faibles. Ils ont fait une étude et la nafazoline, à la dose la plus faible, a montré les meilleurs résultats. Alors, comme l'a dit aussi Dr Arfes, dernièrement, il y a un grand intérêt pour l'oxymétazoline, notamment aux États-Unis. Donc, récemment, elle a été validée, autorisée pour les ptosis acquis. Donc, pas mal de publications récentes et très, très intéressantes. Tellement intéressantes qu'il y a certains qui ont fait des études par rapport à l'embellissement du regard sans même qu'il y ait de ptosis. Donc, ils recherchent une ouverture du regard avec apparemment même un éclaircissement de l'œil. Donc, c'est un produit qui vient d'être autorisé aux États-Unis et qui a probablement de longs jours devant lui. Alors, comme je l'ai dit, le regard, c'est pas l'œil. L'œil, il y a la couleur du iris, la paupière inférieure, la paupière supérieure, la patte doigt, tout ça, c'est joli. Mais il n'y a pas que l'œil. Alors, quand on regarde la photo de la Joconde, à droite et à gauche, on voit quand même une expression très importante, une différence d'expression très importante entre les deux. Et si on regarde de plus près, en réalité, c'est le sourcil qui fait la différence. Et cette magie de la Joconde, pourquoi est-ce que ce visage de la Joconde, il est ambigu? On ne sait pas si elle sourit, si elle fait une grimace, si elle est triste. Au fait, c'est par rapport à l'absence du sourcil. Et c'est le sourcil qui est un peu l'accent du regard et qui fait toute la différence dans notre injection aussi de toxines. Alors, l'anatomie artistique du sourcil, je vais pas m'attarder à la rappeler. Bon, il y a la tête du sourcil, il y a l'arc, il y a le sommet et il y a la queue. Alors, quand on injecte en périorbitaire, il est très, très important de s'attarder à analyser la forme du sourcil, sa position, la densité des poils, de l'analyser en statique, en mimique, et bien sûr comprendre que c'est une véritable balance entre le muscle frontal qui est releveur et tous les abaisseurs qui sont le corrugateur, le procérus et l'orbiculaire. Oui, Alors, quand sœur on... Marie, Oui, est-ce oui, qu'on oui. peut... Voilà. Je vais conclure très, très vite. Alors, cette balance est très importante à considérer parce qu'il y a des points qui vont changer le regard de la patiente rien qu'en mettant, mettant les mauvais points au mauvais endroit. On va changer la forme du sourcil et donc changer le regard de la patiente. Alors, les complications pour le sourcil, on va sentir la tension frontale, quelques asymétries, le classique Mephisto look et la ptose du sourcil. Alors, j'aime beaucoup ce schéma, mais je ne vais pas m'y attarder, je pourrais vous le laisser par la suite. Alors, il y a des points sur le sourcil, on va avoir une convergence de plusieurs muscles. Donc, il faut faire attention à ces points d'injection qui risquent de déformer le sourcil. J'aime beaucoup ce point-là, c'est le point qui donne un peu l'aspect d'œil de biche. On soulève le sourcil et on met un petit point de botox là-bas, ça permet de soulever la queue de sourcil. Alors, la beauté du regard vient de la beauté du visage et vice-versa. Il ne faut pas regarder que les yeux, mais plutôt le visage dans sa globalité. Il y a plusieurs études qui ont été faites pour analyser qu'est-ce qui fait un joli visage, qu'est-ce qui fait qu'un visage soit attrayant. Ben, ce sont les yeux larges, un nez droit et fin, des contours harmonieux et des sourcils hauts. Donc, il n'y a pas que le regard, mais il y a un ensemble à considérer. Des techniques combinées à connaître et à maîtriser, qu'elles soient non chirurgicales ou chirurgicales. Bien sûr, les techniques chirurgicales, la liposculpture, la blépharoplastie supérieure, inférieure, la contopexie, le lifting temporal ou centrofacial viennent compléter tout ça ou s'y associer. Et pour conclure, la beauté du regard, finalement, réside dans une bonne connaissance anatomique pour injecter la toxine dans des endroits qui ne sont pas à risque, une bonne analyse systémique du regard dans le visage et aussi une analyse statique et dynamique pour que cette injection de Botox n'efface pas uniquement la patte doigt, mais plutôt contribue clairement et de manière générale à l'embellissement du regard et du visage. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.